Please, fellas, we need you. Nellie Kelly, the baseball game, knew the players, knew all their names. You could see her there every day, shout hooray when they played. Her boyfriend by the name of Joe said, "To Coney Isle, dear, we'll go." Then Nellie started to fret and pout, and to him I heard her shout, "Hey, take me out to the ball game. Take me out with the crowd. Buy me some peanuts and Cracker Jack. I don't care if I never get back. Let me root for the home team. If they don't win, it's a shame. 'Cause it's 1, 2, 3 strikes, you're out at the old ball game." Play ball! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode, le numéro 2 de Culture Baseball at Bat. Nouveau rendez-vous de Culture Baseball qui donne la parole aux fans afin que ces derniers expriment leur passion du baseball à travers la culture. Et pour ce faire, un nouveau format que je vous rappelle, l'invité choisit un film, un livre et un objet culturel de son choix, une peinture, une chanson, à nouveau un livre, un film. Ça, c'est lui qui décide et on termine par un petit quiz. Et aujourd'hui, le quiz sera consacré aux Houston Astros. Effectivement, équipe décriée à l'intersaison pour un grand scandale de triche datant de 2017, toujours en course pour éventuellement encore gagner les World Series cette année. Et si j'ai choisi cette équipe, c'est parce que l'invité du jour, c'est le community manager du compte Twitter Astros France, l'un des comptes Twitter fans MLB les plus suivis en France. Et donc notre invité, c'est Guillaume Badet. Bonjour Guillaume. Bonjour à vous, merci de l'invitation. Ben de rien, ça fait plaisir. Tu fais partie quand même de ceux qui, sur la communauté, se mobilisent beaucoup pour faire connaître la MLB. Alors à travers ton compte notamment Astros France, mais également avec ton deuxième compte où tu parles beaucoup de culture. Donc ta place était toute trouvée dans ce nouveau format. Et pour commencer, est-ce que tu peux te présenter à ceux qui nous écoutent? Eh bien écoute Guillaume, 36 ans, j'habite en Bourgogne-Franche-Comté, au sud de Dijon. Je joue au baseball, je suis catch dans un petit club qui s'appelle les Red Stars de Baudrière. Voilà, je suis fan de baseball depuis 10 ans. Je suis tombé sur un match par hasard depuis plus maintenant 12 ans, en 2008. Je suis tombé sur un Cubs Phillies. Je cherchais du streaming pour du football américain, je suis tombé là-dessus et depuis c'est plus qu'une passion, le baseball. Alors justement, tu nous as dit, hein, tu joues au baseball, tu animes donc un compte sur l'équipe des Astros de Houston. Comment elle s'exprime aussi ta passion? Par quel autre biais tu en profites? Moi, j'adore l'histoire l'histoire des sports en général, mais l'histoire du baseball est sans doute la plus riche. Donc, à travers les livres, à travers des documentaires qu'on trouve sur YouTube notamment, c'est aussi une manière de s'enrichir sur l'histoire de notre sport et puis d'emmagasiner le plus possible parce que c'est une véritable passion. Moi, j'ai besoin de ça. Je vais pas dire que c'est vital, hein, mais c'est une drogue. Le baseball est une drogue. Alors, ça, je te comprends. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont te comprendre. Alors, tu l'as pas dit, hein, mais tu fais partie aussi des contributeurs, comme moi, du site The Strikeout, où justement tu as mis récemment à profit de ta passion de l'histoire pour raconter une histoire sur les Negro Leagues, notamment un affrontement légendaire entre deux grandes stars des Negro Leagues. Je vous invite à aller faire un tour sur le site de The Strikeout pour voir ça. Alors, on va partir sur ton premier choix et je vais te demander de nous le présenter. Le choix de film, c'est Boule du Rame ou en français Duo à 3. Alors pourquoi ce choix et est-ce que tu peux nous raconter déjà ce que raconte ce film pour ceux qui éventuellement, oh là là, malheur, ne le connaîtraient pas encore?
Alors, l'histoire du film est assez complexe en réalité. On va faire très simple. C'est un jeune lanceur qui joue en Ligue mineure. C'est un futur grande star et donc qui est envoyé par sa franchise. Il est envoyé au Bull Durham, d'ailleurs, en Caroline du Nord, qui est maintenant l'équipe de AAA de Tampa Bay, si je ne me trompe pas. Et donc, il va apprendre à lancer avec un catcheur vétéran qui sillonne les États-Unis de Ligue mineure en Ligue mineure. Et ces deux joueurs, deux générations différentes, vont tomber amoureux d'une femme libre pour l'époque. Donc, c'est un film culte. C'est un des films référencés comme étant les plus cultes aux États-Unis. Voilà pourquoi j'ai fait ce choix-là, parce que j'ai fait ce choix parce qu'en c'est la liberté, ce film. C'est la liberté du sport. Le baseball, c'est la liberté. C'est un grand terrain. On est capable de jouer à différents postes. On tape la balle. Jamais une séquence de jeu. Je ne sais pas si tu partages cet avis-là, mais toi qui joues aussi au baseball, mais on n'a jamais vu une séquence de jeu au baseball identique. C'est toujours une nouveauté. Le baseball, c'est la liberté. On a aussi une femme, c'est Suzanne Sarandon d'ailleurs, je crois, qui joue ce rôle-là, qui est magnifique, qui a une quarantaine d'années à l'époque du film, qui a été tourné en 1988. On est en plein milieu de la campagne américaine, très conservatrice. C'est une femme libre. Ça choque personne. Dans ce film-là, elle choisit les hommes avec qui elle a envie d'être. Elle suit le baseball, elle connaît le baseball, qui est un sport quand même assez macho, assez misogyne. Donc on a cette double liberté, puis on a une troisième vision de la liberté, c'est celle du catcheur, Crash Davis, qui, à mon avis, a flirté avec les ligues majeures, qui n'a jamais réussi dans les ligues majeures et qui du coup prend sa voiture et puis sillonne les États-Unis là où à la recherche, là où une équipe est à la recherche d'un catcheur. Voilà pourquoi j'ai fait le choix de ce film. C'est pas un des plus grands films américains, hein. Ça reste un film culte, une comédie, mais c'est un film qui transpire la liberté. Alors moi, je suis tout à fait d'accord avec ton analyse et puis aussi l'importance qu'a ce film. C'est effectivement, dans le cas des films de sport, un film culte. Alors, au niveau du baseball, mais également du sport en général. Je veux dire, quand il y a des classements qui sont faits aux États-Unis, c'est toujours un peu les mêmes films qui reviennent, c'est-à-dire une équipe hors du commun. C'est plus dernièrement Le Stratège, ça va être The Sandlot, parce qu'ils adorent ça aux États-Unis. Il y a Field of Dreams et il y a Bull Durham. Donc effectivement, c'est un film qui a marqué. En plus, Kevin Costner est un habitué des films de baseball. Il y en a Tout à fait. 3-4 dans sa filmographie. Donc Kevin Costner qui joue justement Crash Davis, qui a été pris à l'époque parce que il a joué au baseball au lycée. C'était un bon joueur et d'ailleurs il a frappé 2 home runs devant les caméras pour le film. C'était un joueur un acteur qui était capable véritablement de jouer un joueur de baseball parce qu'il a été joueur de baseball quand il était plus jeune. Calvin Lalouche, donc qui est le fameux lanceur un peu foufou, surnommé Nuke, je crois. Lui est joué par Tim Robbins. Et effectivement, tu avais raison, c'est Suzanne Sarandon qui joue cette femme qui choisit dans les nouveaux joueurs qui arrivent dans l'équipe un amant pour le faire grandir, le faire évoluer en tant que joueur de baseball et en tant qu'homme. Et puis, alors, ce qui est intéressant, c'est en plus dans l'introduction, Suzanne Sarandon qui fait un parallèle entre le baseball et la religion. Voilà, en disant finalement que le baseball, c'est la religion civile américaine. Alors c'est vrai que le C'est film il date vrai. de 88, donc à l'époque le baseball, même s'il avait entamé une forme de déclin par rapport notamment à la NFL, c'était quand même encore un sport très structurant au sein de la société américaine. Et puis, je pense que ce que tu as ressenti sur quelque part la vérité du baseball dans ce film, c'est parce que son réalisateur, Ron Shelton, était un ancien joueur des ligues mineures. Donc Tout à fait. qui a joué effectivement pour les Orioles en Ligue mineure. Il est arrivé, je crois, jusqu'en Triple A. Donc il y a joué dans les années 60-70. Donc c'était voilà, on ressent effectivement cette passion du baseball parce que à la base, celui qui a écrit
et qui a réalisé ce film, c'est un joueur de baseball, bon, De qui a ensuite baseball. voilà, qui par la suite en plus a fait pas mal de films de sport très connus. Les Blancs ne savent pas sauter avec Woody Harrelson et Wesley Snipes, Tin Cup avec encore Kevin Costner, et puis Cobb avec Tommy Lee Jones sur le grand Ty Cobb. Alors, tu as Ouais. dit une chose, je me permets, tu as raison, tu as cité les différents films cultes de baseball, tu as cité The Sandlot par exemple. Ce sont des films qui valorisent ou qui mettent en avant une sorte de morale américaine, un peu conservatrice, catholique. Là, le duo à 3 au Bull Durham, c'est tout l'inverse. Elle se moque, ce film, enfin en tout cas l'actrice se moque effectivement de la religion. Elle met en avant sa propre religion, celle du baseball. Et c'est la même chose pour Kevin Costner, qui apprend à son lanceur une sorte de mot d'accueil qu'il pourrait donner à la presse en citant sans aucune sincérité la religion comme étant un facteur de sa réussite. Donc c'est un film en fait très progressiste pour l'époque et il y a beaucoup de messages. Donc voilà pourquoi j'ai fait ce choix de film notamment. Effectivement, mais c'est vrai que dans les grands films de baseball, ceux qui nous marquent, il y a parfois effectivement, ils sont souvent assez ambivalents, je trouve. C'est-à-dire que à la fois il y a ils reviennent à une certaine mythologie américaine autour de la famille, de la ruralité aussi. Je pense par exemple à Field of Dreams ou au Oui, meilleur. Et puis il y a aussi un aspect très critique. euh, par exemple dans le meilleur, alors moins dans le film, mais c'est vrai que dans le roman, par exemple, il y a une vraie critique de la société américaine. Dans Field of Dreams, le héros et puis sa femme sont d'anciens militants sur les facs américaines dans les années 60. Une équipe hors du commun, c'est un film qui a fait beaucoup pour le féminisme dans le sport, qui est une référence pour montrer que voilà, les femmes peuvent exister dans le sport grâce à cette histoire qui était à l'époque méconnue de cette ligue professionnelle dans les années 40. Enfin voilà, il y a toujours un peu cette ambivalence entre être dans les valeurs profondes de l'Amérique et puis une manière aussi de les transgresser. Et effectivement, je pense que Bull Durham est, euh, est un peu dans cette veine. Et puis pour la petite anecdote, on y voit Max Patkin qui joue donc le clown de oui, c'est l'équipe vrai. et qui en fait était effectivement l'un des vrais clowns du baseball, une pratique qui a disparu depuis, mais qui pendant de très nombreuses décennies a émerveillé les terrains de MLB ou de Ligue mineure et de Negro Leagues parce qu'il y avait aussi l'équivalent en Negro Leagues. Alors comme on est un peu pressé, parce qu'on a commencé, les gens ne le savent pas, mais on a commencé un petit peu en retard, et comme on est un peu pressé, je te propose de passer à ton choix de livre. Et là, pour le coup, moi, c'est un livre que je connaissais de nom, mais que je ne connais pas vraiment, donc je te laisse le présenter. Alors, c'est Three Nights in August, donc 3 nuits en août. C'est le premier livre que j'ai acheté sur le baseball. C'était fin 2008. C'était même pour tout dire un cadeau de Noël de ma femme. Je découvrais le baseball et c'est une bible en fait ce livre. Il a été écrit par Buzz Bissinger. Ça a été un best-seller pendant des mois. C'est devenu une référence parce qu'on est sur un journaliste sportif qui pendant 3 jours va côtoyer Tony La Russa, à l'époque manager des Saint-Louis Cardinals. Et il va le suivre lors d'une série de 3 matchs contre les Cubs de Chicago. Donc, pour contextualiser, Cardinals et Cubs, c'est la deuxième rivalité après les Yankees et les Red Sox. Tu me dis si je me trompe, mais on est sur Non, quelque non. chose Ah, mais de après, très il y a fort. Dodger Giant aussi, C'est qui est vrai, une rivalité. Mais c'est vrai que c'était la rivalité qui avait été choisie pour les London Series de tout cette à année, fait. malheureusement annulée. Et donc, pendant 3 jours, donc Bissinger euh, va rentrer dans l'esprit, dans la tête de Tony La Russa sur tous les choix, euh, notamment au niveau du pitching, sur sa relation avec ses catchs, sur la manière d'appréhender chaque at-bat, chaque situation. On est dans la tête de Tony La Russa, qui à l'époque utilisait déjà un peu des openers. Il y a une partie du match où on va avoir un lanceur qui va jouer 3 manches. Donc on est c'était un peu un avant-gardiste, hein, Tony La Russa, c'est un peu sa marque de fabrique. Donc voilà, ce livre-là, alors il est en anglais,
Il est plutôt facile à lire. euh, Plutôt facile à lire. Il n'y a pas vraiment de grandes difficultés. Ça reste du journalisme. C'est un journaliste sportif, donc c'est un passionné. Ça se lit très vite et c'est difficile à le trouver maintenant. Je ne vais pas faire de publicité, mais certains sites internet le proposent encore. Mais voilà, c'est vraiment un livre à lire. C'est une bible. On apprend vraiment tout de la relation entre le lanceur, le catcheur. Voilà, c'est sur le type de lancer à effectuer, sur l'étude qui est faite avant chaque match de chaque frappeur, sur la nécessité d'utiliser plutôt des courbes ou des sliders sur tel frappeur. Donc c'est une bible du baseball pour moi, donc je peux que le conseiller. Alors, si je me trompe pas, donc effectivement, ça se passe durant la saison 2003. Oui, c'est Donc, je ça. pense que le livre doit sortir l'année suivante. Il sort en 2004. Et finalement, enfin, ça fait un peu le lien avec le choix d'Alexandre la semaine dernière sur le premier Culture Baseball at Bat. Lui, il avait choisi comme film le Stratège et le roman, enfin, pas le roman, le livre qui est à la base du film Le Stratège, donc Moneyball, est écrit aussi par un journaliste, Michael Lewis, et qui est écrit en 2003. C'est-à-dire que je sais pas, et je j'ai pas travaillé la question, mais est-ce que à un moment donné, il y a eu comme ça une nouvelle forme de journalisme, notamment au niveau du sport américain et de la MLB, au début des années 2000, où finalement ils ont voulu explorer d'une autre manière dans les coulisses, parce que Moneyball, on est dans les coulisses des Athletics d'Oakland. Oui, tout à fait. Là, on est finalement dans les coulisses des Cardinals. Et alors, ça serait intéressant de savoir si on est voilà, un peu dans ce changement-là, sachant que Buzz Bissinger, alors, quand même, je me suis renseigné un petit peu sur lui, on lui doit Friday Night Light sur le football américain, qui a donné un film culte du football américain, qui lui-même a donné une série très cotée donc sur le football américain lycéen. Puis bon, il a écrit plusieurs livres autour du sport, sur LeBron James, sur le baseball. Mais voilà, moi je trouve qu'il y a peut-être un lien entre ces deux livres et ces deux histoires finalement. C'est aussi l'arrivée de la sabermétrie, beaucoup plus poussée chez l'Athletics que chez les Cardinals, mais on le retrouve quand même chez les Cardinals. Le fait d'utiliser une courbe à l'intérieur de la zone quand le joueur est à un compte de 1-2 et avec du monde sur base parce qu'il n'arrive pas à les frapper, c'est de la sabermétrie. Donc on est quand même là-dessus, même chez les Cardinals à l'époque. En tout cas, donc est-ce qu'il y avait une volonté ah oui, ouais. Après, de toute façon, enfin, le Billy Bean, quand il arrive à la tête des Athletics d'Oakland, après avoir été l'adjoint du précédent, qui était Sparky Anderson ou Alderson, j'ai un petit trou de mémoire sur le nom exact, mais déjà le précédent general manager des Athletics avait commencé à travailler sur les sabermetrics et une nouvelle manière d'utiliser les stats. Donc on va dire tout n'est pas arrivé d'un coup avec Billy Bean. Donc effectivement, on peut imaginer que d'autres équipes avaient commencé ce processus, si ce n'est que les Athletics ont, ont passé le niveau supérieur. Les Cards, c'est une grosse équipe qui a quand même des gros moyens comparé aux Athletics particulièrement. Donc ils avaient peut-être pas non plus la même la même pression pour on va dire changer de système de management. Ils pouvaient encore offrir des gros contrats à des joueurs pour muscler leur line-up ou leur rotation. Mais c'est vrai que en plus c'était une saison où les Cubs et les Cards ont été au coude à coude pour se qualifier en playoff. Donc j'imagine qu'en août, les deux clubs rivaux étaient en plus tendus dans le sens où chacun avait encore les moyens de se qualifier pour les playoffs. Donc si vous lisez l'anglais, contrairement à moi qui ai parfois un petit peu de mal pour les livres en anglais, mais voilà le conseil de Guillaume, Three Nights in August de Buzz Bissinger. Alors on va passer à ton troisième choix. Et enfin, c'est que le deuxième épisode, mais j'avais quand même envie qu'on aille sur ce terrain-là, celui de la musique. En plus, ça correspond
au deuxième épisode de Culture Baseball autour de la musique à New York et les Yankees. Et ben là, c'est une chanson qui a été un tube planétaire. Et comme je suis sûr que tu as une meilleure prononciation que moi, je te laisse dire le titre. Alors, c'est de Murray Head, c'est Say It and So Joe. Ouais, j'aurais pas pu prononcer comme ça. Non, je suis pas sûr d'avoir mieux prononcé. Voilà, dis-moi que c'est pas vrai, Joe. Chanson sortie en 75. Effectivement, c'est un tube puisqu'on la connaît tous et elle passe encore à la radio et elle passe, je vais pas dire tous les jours, mais quasiment. Hein, ça reste un tube planétaire. C'est une chanson. Alors Joe, pour les Américains, c'est Joe Jackson. C'est le célèbre Joe Shoeless Jackson, célèbre joueur des Chicago White Sox, qui a fait partie de l'équipe de 1919 qui a volontairement perdu pour rafler des mises sur des paris illégaux. C'était face à Cincinnati, si je me souviens bien. En World Series. C'est ça. Et en 1920, à la sortie du tribunal, la légende veut qu'un enfant lui ait posé cette question, dis-moi que c'est pas vrai, Joe. Et il s'est retourné et il a dit si c'est vrai. Puisque Joe Jackson a été, dans cette affaire, le seul joueur finalement blanchi par ses coéquipiers. Donc, il y a encore un peu de doute sur le fait qu'il ait ou non participé à cette triche organisée. Le fait est que ses statistiques à lui étaient très bonnes lors des World Series de 1919, ce qui penche plutôt en faveur qu'il n'était pas finalement dans le coup. On ne saura vraiment jamais. Non. Et à ce jour, il n'a toujours pas été. Il est exclu chaque année du vote pour rentrer au Hall of Fame. Et cette chanson, elle est magnifique parce qu'elle correspond très bien à la situation, même si selon Murray Head, Joe n'existe pas. Joe, c'est quelqu'un qui déçoit. Et on est dans la période Reagan, c'est le Watergate. Nixon, pardon, je dis n'importe quoi, excuse-moi. Et c'est le Watergate, et pour certains, c'est plutôt Nixon, je crois. Mais pour nous, baseballeurs, c'est Joe Jackson parce qu'on a envie d'y croire. En fait, c'est un peu les deux. J'avais vu en fait passer un article il y a quelques semaines ou peut-être cet été sur cette chanson. Alors je sais pas pourquoi c'était ressorti, mais comme des fois je fais un peu de veille sur les articles concernant le baseball, j'avais trouvé cet article-là. Et en gros, alors à l'époque Murray n'est pas encore connu. Ça sera son premier tube, hein, donc il date de 75. Donc effectivement, on est au moment du Watergate. Nixon va bientôt démissionner. Et puis en fait, il regarde un documentaire sur le Watergate en 74 et le documentaire fait un parallèle avec l'affaire des Black Sox en termes de scandale. Parce que en France, on ne comprend pas forcément. Watergate, on connaît en France quand même plus ou moins. Hein. On sait que c'était un gros scandale, ça a forcé à la démission de Nixon, mais on ne se rend pas compte que le scandale des Black Sox en 1920 aux États-Unis a été un véritable tremblement de terre. Le baseball était alors le sport roi. Il y avait très peu d'équivalents. C'était le national pastime, donc il y avait quand même beaucoup de choses qui se jouaient au niveau de la nation américaine au sein du baseball. Et ce scandale, même si les paris, c'était pas nouveau, il y avait déjà eu des scandales sur les paris. Il y aura d'ailleurs des soupçons par la suite sur d'autres World Series et d'autres joueurs. Mais là, ça éclate au grand jour et quelque part, ça a été vraiment un drame. Le premier, certainement, grand scandale de l'ère moderne du sport. Et du coup, voilà, le documentaire fait le parallèle. Donc, en fait, la chanson, elle fait également le parallèle entre ce scandale des Black Sox, celui de Nixon, et en gros, dans l'idée de dire que on ne connaît jamais nos héros. Voilà. Parce que Nixon aussi a été un héros à un moment donné, et au final, il a extrêmement déçu. C'est le moins qu'on puisse dire. Et du coup, voilà, l'objet de la chanson, c'est un peu un coup de gueule contre ça, et puis aussi sur l'impuissance de l'individu face à l'État. Et c'est vrai que dans le cas de Shoeless Joe, c'est un peu ça. Comme tu l'as rappelé si bien, ça a été un excellent joueur, peut-être même le meilleur joueur des World Series 1919. Et malgré tout, et malgré que ses coéquipiers aient dit qu'il n'était pas dans le coup, alors
il y a certaines théories en fait qui disent qu'en gros qu'il aurait dit qu'il était partant mais sans vraiment comprendre les enjeux et que de toute manière lui c'était la passion du baseball, elle était tellement ancrée que jamais il aurait pu lâcher un match. C'était le héros de Babe Ruth, hein. C'est-à-dire Babe Ruth, le goth du baseball, trouvait à l'époque que le meilleur joueur de tous les temps c'était Joe Jackson. Donc c'est pour quand même dire le niveau du gars. C'était vraiment un mec hors du commun, quoi. Et Joe Jackson, la théorie sur le fait qu'il n'ait pas compris l'enjeu et l'offre qui lui a été faite, Joe Jackson vient d'un milieu très pauvre. D'ailleurs, Chulos Jackson, sans chaussures, c'est parce qu'il vient d'un milieu très pauvre. Ça, c'est la jeunesse du surnom. Mais il avait du mal à écrire. Lire et écrire, c'était pas son truc. Et certains disent même qu'il ne savait pas lire et écrire. Donc, voilà, est-ce qu'il a compris quand l'offre lui a été faite? Beaucoup ont des doutes. En tout cas, c'est la thèse qui est reprise dans le film Oui. Eight Men Out, lui-même tiré d'un livre, où là on voit effectivement un Shoeless Joe Jackson qui, en gros, qui dit oui mais sans vraiment comprendre, et puis quand il est sur le terrain, bah, il fait du Shoeless Joe, c'est-à-dire bah, c'est le meilleur joueur. Donc, et puis voilà, en plus, je veux dire, quand on regarde les statistiques de ces World Series, on voit pas trop comment il aurait pu tricher vu qu'il a joué merveilleusement bien. Et c'est vrai que cette histoire de Joe Jackson, elle traverse la culture populaire américaine. C'est-à-dire que dans les livres, dans les romans, dans les films, dans la chanson, voilà, on a régulièrement, je dirais, des occurrences sur Joe Jackson, parfois même des livres qui vont prendre racine. Alors je pense à Shoeless Joe de Wipe Kinsella qui a donné le film Field of Dreams, Oui. Jusqu'au bout de nos rêves avec encore Kevin Costner, l'un de ses films de baseball. Et voilà, c'est vrai qu'on n'imagine pas, voilà, en France on n'est pas un pays de baseball, donc on n'imagine pas l'importance que peut avoir Shoeless Joe dans la culture, à la fois finalement la tragique histoire de ce merveilleux joueur, peut-être l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, certainement d'ailleurs, hein, et qui va finir sa carrière en semi-professionnel sous des noms d'emprunt. Et c'est ce que montre un peu d'ailleurs le film Eight Men Out vers la fin. Et puis aussi ce que ça représentait. Voilà, le symbole des Black Sox, le scandale, ça a forcé la MLB à se réorganiser avec la création notamment du commissaire du baseball. Voilà, c'est quelque chose qui est assez impressionnant, enfin assez important dans la culture populaire américaine. Est-ce que tu as encore quelque chose à rajouter sur cette chanson? Non, je crois qu'on Que a je fait le vais tour. essayer de mettre un petit extrait quand je ferai le montage, si YouTube me le permet, c'est avec les droits, Ok. etc. C'est parfois un peu compliqué. Et bien du coup, on va passer au quiz 5 questions sur les Astros. Alors, pour le premier épisode, Alexandre, fan des Yankees, s'était très bien débrouillé. 4 bonnes réponses sur 5 questions. Donc voici le record à battre, mon cher Guillaume. Est-ce que tu te On sens va prêt? essayer. On va essayer, mais là, j'ai la pression. T'as la pression? Et oui, parce que à la fois tu es quand même le community manager d'Astros France, donc il y a quand même un certain, voilà, il faut répondre aux exigences de ça, et puis tu représentes quand même une équipe qui est en finale de la Ligue américaine, hein, donc C'est ça, il faut être à la hauteur. qui est Alors, inespéré. alors ça j'y reviendrai, mais dans le podcast Hype. Donc, Ok. alors, quels sont les 2 joueurs introduits au Hall of Fame avec la casquette des Astros? Alors à chaque fois je vais te proposer 3 Ok. options. Alors, petit A, Craig Biggio et Nolan Ryan. Petit B, Jeff Bagwell et Craig Biggio. Ou petit C, Nolan Ryan et Don Sutton. Alors, Ryan l'aime et avec les Rangers. Donc, c'est Biggio et Bagwell. Yes. Biggio et Bagwell qui l'ont été très récemment, hein, c'est 2015 pour Biggio, 2017 pour Bagwell. Donc c'est les 2 seuls. Après il y a du beau monde du Hall of Fame qui est passé par les Astros, hein, Randy Johnson, Joe Morgan qui a débuté aux Astros avant de rejoindre la Big Red Machine à Cincinnati, Ivan Rodriguez, Léo Durocher comme manager.
également. Très bien. Ensuite, combien de no-hitters, on va rester sur Nolan Ryan, hein. Combien de no-hitters a lancé Nolan Ryan avec les Astros? 1, 2 ou 3? Alors, il en a 7 en carrière. Ouais. Et je crois qu'il en a 3 avec les Astros. Alors, 3 avec les Astros. Eh ben non, il en a qu'un avec les Il en a Astros. qu'un. Ok. Il en a qu'un. C'était en 81, donc je pense qu'il devait rejoindre l'équipe. Enfin, il avait rejoint l'équipe, je crois, l'année précédente. Ouais. Et il a battu à ce moment-là le record de Sandy Koufax. Mais effectivement, tu avais raison, il a 7 no-hitters. Il a jamais été Cy Young quand même, hein. Jamais. Mais pour moi, c'est quand même un des 5, C'est une, peut-être des 3 plus grands lanceurs. Enfin, pour moi, c'est vraiment c'est une référence. ouais, c'est une référence. Mais après, c'est un personnage, quoi. Question numéro 3. En quelle année les Astros débutent à l'Astrodome? A. 1962, B. 65, C. 70. Alors, j'ai envie de dire 65, mais j'ai un doute avec 70. Alors, tu pars sur 60. 65? Ouais, 65. Yes, c'est ça. 65. En fait, les travaux débutent en 62 Ouais. et ils y arrivent en 65. Alors, c'était quoi le surnom? Tu le connais? La 8e merveille du monde. La 8e merveille du monde, et qui accueillera d'ailleurs aussi les Oilers en NFL et un peu plus tard, et également pendant quelques années les Rockets de la NBA Et quelques combats de boxe. Et aussi. c'est Ouais. c'était la première salle climatisée, c'était le premier tableau de bord lumineux avec certaines animations. C'était assez futuriste. Voilà, certains C'est un des stades les personnels plus, ouais. avec C'est un un des stades les casque plus également. marquants quand même, hein. C'est un des stades les plus marquants. Ouais. Alors il y a les stades un peu historiques, Wrigley Field, Fenway Park, l'ancien Yankee Stadium, mais les Astrodome c'est un peu particulier quand même. Dans l'histoire de la MLB, c'est une place à part. Et d'ailleurs, l'astronome est toujours debout, mais il n'est pas forcément en bon état. Et c'est un grand débat de passionnés à Houston de savoir quel avenir on réserve à l'astrodome. Bah ouais, c'est toujours un peu compliqué avec ce genre de stade vieillissant, mais on n'a pas forcément envie de les voir disparaître. On a vu à New York la disparition des Polo Grounds et des Betts Field, Ouais. ce que ça a pu provoquer en termes de. Même si après c'est très bien d'avoir des stades plus modernes qui accueillent mieux, bien entendu. Alors, question numéro 4. On va aller en 2005. C'est une bonne année ça? C'est une bonne année. Oui, c'est quand Ouais, même une bonne année. ouais, Ça s'est pas forcément c'est quand très même. bien fini. Puisque les Astros ont perdu contre les White Sox en World Series, mais c'était leur première apparition en World Series. Mais là, on va aller à l'état juste avant, en finale de la National League. Quel lanceur des Astros a gagné justement le titre de MVP des National League Championship Series? Alors, je savais que tu allais me poser cette question en parlant de 2005. Je l'ai sur le bout de la langue. Alors, je vais te donner, je pense que ça va te faire, ça va tilter, je pense. Roger Clemens, Roy Oswalt et Andy Pettitte. Roy Oswalt. Yes, Roy Oswalt. Alors, qui avait été All-Star cette Oui, année-là, il était 3 oui, fois All-Star. oui, oui. Et qui a été médaillé d'or au JO de Sydney avec l'équipe américaine. Andy Pettitte, c'était sa petite infidélité aux New York Yankees. Et Roger Clemens, il était vers sa fin de Fin de carrière après être passé notamment par les Red Sox et les Yankees. J'avais écrit un thread sur Roy Oswalt pendant la longue off-season. C'est vrai? Ouais, j'avais écrit ça. Bah, J'avais essayé de faire une sorte de calendrier à l'envers chaque jour, mais ça c'est difficilement tenable et donc j'avais parlé de lui. Alors, pour l'instant, tu es donc à 3 sur 4. Eh ben, on va voir sur la dernière question. Et on revient à Craig Biggio. Craig Biggio, il a joué à 3 positions pour les Astros. Oui. Outfielder, seconde base et Oui.
Est-ce que tu sais le dernier ou est-ce qu'il faut que je te donne les trois? Oui. Alors, il a pas beaucoup joué à cette position. Il a commencé à cette position, mais catch. Oui. Il a été catcher, ce qui est assez insolite parce que des utility players qu'on retrouve en infield et en outfield, ça arrive très souvent. Les lanceurs qui sont aussi frappeurs, c'est extrêmement rare, ça on le sait, hein, Bruce, Shohei Ohtani. Mais en revanche, quand même, des joueurs qui ont pu passer de receveur à infielder à outfielder, là c'est aussi assez rare vu que catcher c'est quand même une position, et tu le sais très bien puisque tu l'es assez particulière. Donc effectivement, il a joué à ces trois positions. Alors on va le rappeler, 7 fois All-Star, 4 Gold Glove, 5 Silver Slugger, et il fait partie du célèbre club des 3000 hits puisqu'il en a frappé 3060. Donc un grand nom de l'histoire des Astros. Eh bien, 4 sur 5. 4 sur 5. Et son fils d'ailleurs entreprend une très belle carrière du côté de Toronto. Cavan Biggio, qui a été aussi un élément essentiel de la quand même bonne saison des Blue Jays, et puis qui effectivement avec les autres fils d'eux, puisqu'ils sont 3, avec Vlad Guerrero Jr. et Bo Bichette, ils devraient offrir un bel avenir aux Blue Jays, pas trop quand même, puisqu'ils sont dans la division des Yankees. Faut qu'ils se calment un petit peu. Ouais, mais je crois que oui, ça peut être inquiétant pour les équipes de la division Est dans l'American League. Ouais. Donc pour les Red Sox et les Yankees qui généralement se partagent un petit peu le pouvoir, voire les Rays ces dernières années, ça peut créer redevenir une division extrêmement compliquée. Juste un point, d'ailleurs, je crois même que Cavan Biggio a frappé son premier home run devant les yeux de son père, et je crois que c'était à Houston. Si je me trompe, ça serait il faudra le mettre dans les commentaires du post, mais il me semble qu'il y a un truc comme ça. Hein. Mais je me souviens avoir vu effectivement Cavan Biggio frapper et les caméras s'arrêter sur son père, très heureux et très fier. Donc, ça serait une très belle histoire à la MLB. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Ok, bravo Guillaume, 4 sur 5. Donc pour l'instant, on reste avec des invités qui connaissent bien leur franchise. Merci beaucoup de ta participation. Merci de l'invitation. C'était encore extrêmement intéressant que tu partages ta passion et puis d'explorer ces œuvres qui nous parlent du baseball, mais pas que. Et donc du coup, j'espère que pour les auditeurs auditrices, vous allez prendre plaisir à écouter ce deuxième Culture Baseball at Bat. Et donc maintenant, je vais moi repartir préparer le Culture Baseball numéro 3 sur les Negro Leagues, et puis certainement qu'entre-temps, on aura un troisième invité. Donc bonne soirée Guillaume, et puis bonne soirée sur les réseaux. À bientôt. Voilà, et si vous voulez parler avec Guillaume de Culture, vous le retrouvez notamment sur Twitter. Bonsoir à tout le monde. Say it ain't so, Joe, please. Say it ain't so. That's not what I wanna hear, Joe, and I got a right to know. Say it ain't so, Joe, please. Say it ain't so. I'm sure that